Histoire révélée. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage à travers le temps pour découvrir l'histoire fascinante du quai Agésilas-Lepage qui fait partie du paysage baie-riverain depuis plus de 100 ans. Mais qui était l'homme? Nous explorerons sa vie et son héritage, mettant en lumière son rôle crucial dans le développement des municipalités entourant la baie. Ensuite, nous retracerons le début des croisières internationales, un phénomène qui a transformé le quai Agésilas-Lepage en une porte d'entrée pour les touristes. Puis, nous nous aventurerons dans les profondeurs du fjord du Saguenay, un joyau naturel unique en son genre. Et pour enrichir notre exploration, découvrez les étapes de traitement des documents historiques et comment ces précieux témoignages du passé sont préservés. Préparez-vous à embarquer dans une aventure historique inoubliable, où chaque vague raconte une histoire et chaque rivage révèle un secret. Le quai Agésilas-Lepage, situé à la baie, accueille les bateaux de croisière depuis 2006. Mais qui était cet homme dont le nom résonne encore sur les rives du Saguenay? L'historien Yves Dupéry nous invite à découvrir l'histoire et l'héritage d'Agésilas-Lepage. On se trouve devant le magasin général d'Agésilas-Lepage qui a donné son nom aussi au quai. Puis on en discute un peu avec l'historien Yves Dupéry. Qui était Agésilas-Lepage? Monsieur Lepage était un homme d'affaires très polyvalent, très impliqué dans son milieu à Bagotville ici. Il est arrivé en 1882 pour ouvrir justement le magasin général à l'endroit où se constitue présentement. Il y a eu le quai assez rapidement par la suite. Oui, bien, le quai est arrivé en 1905. Mais auparavant, lui, c'est ça, M. Lepage, il a commencé avec son magasin général. Il s'est impliqué aussi dans les chantiers forestiers pour la coupe de bois, du bois qu'il vendait aux bateaux à vapeur qui passaient ici à Bagotville, au quai qui était là. Le quai fédéral qu'on appelait. Et puis, il s'est impliqué ici, comme il y avait à Bagotville, il y avait un marché du bleuet. Donc, lui, il a vu que il y aurait une manne après le grand feu de la région. Les bleuets ont apparu comme par magie, puis à profusion. À profusion? Oui. Donc, c'est ça, il y avait un marché du bleuet ici, puis ils ont décidé, lui, il a vu que c'était possible de faire une conserverie. Donc, lui, s'est impliqué aussi là-dedans. Puis là, le quai, bien, il y avait beaucoup d'activités portuaires là, à la baie. Puis lui, bon, il a vu que s'il pourrait avoir un filon à travers ça, déjà qu'il était impliqué dans l'import-export de diverses marchandises qu'il pouvait vendre ici, à son magasin. Puis aussi, avec son quai, en 1905, qu'il a construit, il s'occupait de chargement et de ravitaillement de navires. Les principaux bateaux qui arrivaient à son quai au début, c'était des goélettes pour le cabotage, des barges de bois également, puis un petit peu plus tard, là, des navires à vapeur. L'homme qui était Agésilas-Lepage, j'imagine, était plus qu'un homme d'affaires, était aussi un homme de famille. Monsieur Lepage a eu 17 enfants. Puis, oui, il avait des passions, à part ses affaires. Ses grandes passions, c'était la navigation. Il avait sa propre goélette avec qui il faisait des voyages à Charlevoix, à Québec ou à Chicoutimi aussi. Il aimait la pêche aussi. Il avait des droits de pêche sur 2 lacs dans la région, le lac Saint-Germain et le lac Huard. Puis les voyages. C'était un grand amateur de voyage avec sa femme. Ils ont parcouru plusieurs villes en Europe, en Afrique du Nord aussi. Je sais qu'il est allé dans le désert du Sahara. Il est allé visiter plusieurs villes aux États-Unis. Donc, c'était ses 3 grandes passions. Il a vécu à une époque où est-ce qu'il y avait d'autres grands noms qu'on connaît dans la vie historique de la région, comme Dubuc, comme Price, etc. Est-ce qu'il y avait une bonne entente avec ces hommes-là? Oui, bien, particulièrement avec Dubuc. C'était un de ses grands amis. D'ailleurs, les deux ont investi dans le chemin de fer. Le chemin de fer est arrivé dans la région en 1888 à Roberval. Il est arrivé en 1993 à Chicoutimi. Puis là, bon, pour les affaires, Dubuc, ses affaires de la pulperie, ils ont décidé de s'impliquer, de faire un 30 km de chemin de fer entre Chicoutimi et la baie.
Donc, Lepage était un des actionnaires avec Dubuc et plusieurs autres hommes d'affaires qui ont embarqué dans le projet parce qu'ils voyaient beaucoup de bénéfices pour ça. Donc, c'est ça, ils ont construit le prolongement du chemin de fer pour la baie ici. Puis le premier train est arrivé en 1910 ici. Des affaires qui vont vite pour Lepage. 1904, 1905, le quai, 1910, le chemin de fer, il n'arrêtait pas. Non, il n'arrêtait pas beaucoup, effectivement, puis il était impliqué dans diverses choses. Il était même impliqué dans la construction d'une centrale hydroélectrique ici. Un autre au Lac-Saint-Jean, à Héberville, plus précisément. Puis il a aussi ouvert un deuxième magasin général à Chicoutimi, à peu près dans le même principe que ça. Outre les affaires, il était aussi impliqué dans la politique. Il a été conseiller à la ville de Bagotville, ici. Il a été maire en 1894 de Bagotville. Et après ça, c'est beaucoup... on peut dire aussi qu'il a été commissaire de la commission scolaire présent. Et puis, c'est un membre du Parti libéral. C'est un libéral, donc il ne s'est jamais présenté comme député, mais plusieurs de ses amis se sont présentés au fil des ans. Ouais, puis il a toujours été en arrière, là, comme en coulisses pour les supporter. C'est un travailleur de l'ombre. Oui, exactement. Mais là, le quai qui flotte présentement ici, c'est pas toujours pas le même qui flottait en 1905. Non, c'est pas le même quai. Le quai à Agisilas-Lepage a été démoli en 1900... il a été vendu en 1938 au gouvernement. Puis en 1983, ils l'ont démoli. Mais le nom du quai, qui est là présentement, évidemment, le quai présentement, il a été modifié avec les gros bateaux. Il a porté le nom de Agisilas-Lepage, officiellement en 92. Puis c'est un nom qui fait sens pour un homme qui a été autant utile au développement de la communauté ici. Effectivement, il a été très impliqué dans son milieu. Puis c'est une question de patrimoine aussi. Je pense que c'est important de souligner des noms, de ne pas oublier les noms qui ont marqué notre histoire. Puis Agisilas-Lepage, c'en est un qui a marqué l'histoire du coin ici. Merci beaucoup pour cette conversation. Merci à vous. Le développement des croisières internationales à Saguenay a transformé le fjord en une destination prisée des voyageurs du monde entier. Priscilla Némé, directrice générale de Promotion Saguenay, nous explique comment ce projet a non seulement dynamisé l'économie locale, mais aussi redéfini le paysage portuaire et touristique de la ville. Le projet d'accueillir des bateaux de croisière internationale a commencé ou s'est concrétisé en quelle année? En fait, le projet s'est intensifié en 2006. Où là, donc vraiment, il y a eu des gens dédiés au projet des croisières. Pour ma part, c'est l'année à laquelle je me suis joint au projet et où il y a eu un démarchage plus intensif auprès des lignes de croisière et où le projet s'est réfléchi en matière de besoins, en matière de potentiel. Donc, c'est vraiment en 2006 là, que s'est intensifié là, le projet des croisières internationales à Saguenay. L'idée d'accueillir des croisières est venue d'où? En fait, l'idée est née d'une volonté du Port de Québec. Donc, à l'époque, M. Ross Gaudreau, qui était président-directeur général du Port de Québec, avait pour ambition de développer d'abord le Port de Québec comme une destination incontournable auprès du marché des croisières internationales et de faire un circuit sur le Saint-Laurent, donc de positionner le Québec dans son ensemble auprès de ce marché-là. Et de ce moment-là, M. Gaudreau a communiqué avec les autorités, donc à l'époque, M. Jean Tremblay, M. Justin Harvey, pour voir l'intérêt de Saguenay, de la ville de Saguenay et du port de Saguenay à s'inscrire dans ce circuit-là. Et est née l'étincelle que ça prenait pour pouvoir là, mettre la main à la pâte et travailler une offre là, pour l'escale de Saguenay. Comment ça se passe, tout
ce démarrage de projet-là? En fait, le démarrage, dans un premier temps, l'équipe de projet a dû se poser la question, mais quelle est l'offre touristique? Qu'est-ce qu'on peut offrir à cette clientèle-là? Puis comment le Saguenay peut se différencier et avoir une place dans le marché des croisières internationales? Donc, il y a eu évidemment des discussions avec les lignes de croisière, celles qui connaissaient un peu l'environnement du circuit Canada-Nouvelle-Angleterre, donc des circuits en eau froide, pour voir mais, quel type d'offre et comment le Saguenay et le Saguenay-Lac-Saint-Jean pourraient s'inscrire. Rapidement, on a constaté que l'offre touristique était tellement diversifiée au Saguenay-Lac-Saint-Jean que ce qu'on avait à faire, c'était de l'adapter. Il fallait aussi accueillir le navire de croisière, les navires de croisière. Donc, l'analyse des besoins en matière d'infrastructure s'est rapidement invité à la table pour dire, bon, bien maintenant, pour pouvoir accueillir un navire de croisière, quelles sont les infrastructures nécessaires pour pouvoir desservir cette clientèle-là? Puis évidemment, c'est de là qu'est né le quai qui est tout près de nous. Comment ça se passe, là, ces infrastructures-là? Il faut les construire, il faut les mettre en place? La première étape, ça a été en 2006 de construire les infrastructures de pontons flottants pour pouvoir accueillir la première saison qui s'était annoncée à l'époque, justement, à l'automne 2006, et pour pouvoir accueillir les navettes, parce qu'à ce moment-là, le secteur ici, où est-ce qu'on a un pavillon des croisières aujourd'hui, anciennement, on avait un stationnement. Le quai d'escale était beaucoup plus court, donc était sur l'ancienne portion, donc il était incapable d'accueillir un navire de grand gabarit. Donc, on avait fait le choix, dans un premier temps, de construire des pontons pour pouvoir accueillir les navettes de croisière, donc ces petites navettes-là qui transbordent les passagers. En simultané, on a commencé à travailler un projet de quai permanent, de quai de grande envergure, qui est aujourd'hui notre quai d'escale, pour pouvoir justement répondre aux besoins des lignes de croisière. Ce quai-là a été construit pour être en mesure d'accueillir le Queen Mary 2, qu'on accueille maintenant de façon régulière à chaque année. L'arrivée du quai d'escale, du bâtiment qui est derrière nous aussi, a changé l'allure du quartier. J'imagine que tout ça a dû être réfléchi. Effectivement. Donc, dans un premier temps, oui, il y a eu la construction des infrastructures, du terminal, et rapidement, on a pris conscience de l'importance du tissu commercial à proximité. Donc, l'importance de créer un environnement propice au développement d'entreprises régionales, à la mise en valeur des produits locaux, et le tissu périphérique au quai était majoritairement résidentiel, donc il y avait moins de commerçants à proximité. Donc, graduellement, il y a eu une réflexion pour refaire certaines rues, modifier certains espaces qui étaient plus de nature résidentielle, les amener en nature commerciale, ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, Saguenay est reconnu comme un lieu vraiment très riche en matière d'offres aux passagers, d'offres touristiques, mais ça a aussi créé une ambiance de village portuaire, touristique, pour les citoyens. Donc, il y a vraiment eu là, un dynamisme dans le village portuaire qui fait qu'aujourd'hui, ce secteur-là est complètement transformé. Comment ça s'est passé, l'augmentation du nombre de croisiéristes et d'escales ici? On augmente chaque année depuis? C'est exponentiel? En fait, l'augmentation, on est parti avec une toute petite saison, donc avec à peu près là, 8 escales de croisière internationale. Et graduellement, aujourd'hui, en 2024, c'est près de 80 escales qui font un arrêt ici à Saguenay. Donc, cette croissance-là s'est faite en escalier. Donc, pourquoi en escalier? Parce que lorsqu'une ligne de croisière ajoute un circuit, un itinéraire ou une escale, souvent la ligne de croisière va vouloir se donner 2 saisons ou 3 saisons pour développer le marché, pour être capable d'analyser le marché. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, Saguenay a évolué en palier de 8 à 80 escales de croisière internationale. Puis quelle est la suite? La suite, en fait, pour nous, on a été très fiers. En fait, il y a 2 ans,
que Saguenay se positionne comme le deuxième port en importance au Québec. Donc, la suite, c'est de pouvoir continuer de croître de façon responsable. C'est d'aller chercher des nouveaux marchés. Donc, on va accueillir pour la toute première fois en 2025 des navires de croisière en hiver. Donc, c'est extraordinaire. Donc, oui, ça fait partie des ambitions qu'on a là, de développer 4 saisons ce beau quai d'escale. Merci beaucoup pour cette conversation, c'est fabuleux. Merci beaucoup. Bonjour Sarah-Jeanne. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est quand même assez important. Comment est-ce qu'on acquiert un fonds d'archives? En fait, quand un donateur nous apporte des documents d'archives, on commence par évaluer les documents. On se pose certaines questions. Par exemple, est-ce que les documents contribuent à l'histoire du Saguenay? Est-ce qu'ils viennent compléter une collection qu'on conserve déjà? Est-ce qu'ils pourraient permettre le développement de sujets qui sont sous-représentés? On va aussi vérifier là, leur état de conservation. Est-ce qu'ils sont en suffisamment bon état pour pouvoir être diffusés au public? Puis une fois que tous ces critères-là sont répondus, on conserve? Oui. Par contre, on passe par l'étape de la convention de donation. OK. On discute avec le donateur des modalités du don. Et c'est ce document-là qui va venir officialiser le changement de propriété des documents. Donc, c'est à ce moment-là que la Société historique du Saguenay devient propriétaire des archives. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'inclusion dans cette convention-là? Oui, c'est aussi dans ce document qu'on va décider des modalités de la diffusion. Par exemple, il y aurait des donateurs qui pourraient vouloir que leurs documents deviennent accessibles au public après un certain laps de temps seulement. Aussi, c'est là qu'on va mettre par écrit là, comment on veut que le document soit identifié lorsqu'il est diffusé au public. Comme par exemple, là, on voudrait que le nom du créateur du document soit toujours associé au document. Une fois que la Société historique du Saguenay devient propriétaire, que la convention de donation est donnée et que le fonds est acquis, qu'est-ce qui se passe? On commence le traitement. Donc là, ici, j'ai un exemple. J'ai le fonds Agésilas Lepage. Donc, on a commencé par faire un inventaire. Dans un premier temps. L'inventaire, là, c'est ce qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur le contenu du fonds. Puis ensuite de ça, on est en mesure d'effectuer le traitement intellectuel. Autant que possible, on va essayer de conserver l'ordre initial du créateur du fonds. Puis, on va organiser les documents en séries, sous-séries, dossiers et pièces. Puis, une fois que c'est fait, là, on est prêt à attribuer une cote à chaque unité archivistique. Une cote, ça, dans ce cas-ci, on parle de chaque document a sa cote, un peu comme chaque humain a son numéro d'assurance sociale? C'est exactement ça. Chaque unité archivistique a son code à lui, puis c'est ce qui nous permet de classer le document et de le repérer aussi plus tard. J'ai un exemple ici là, avec le fonds Agésilas Lepage, donc qui est séparé en 4 séries différentes. La première série va être les documents textuels. Donc, là, ici, est organisé par type de document. La série 2, les documents iconographiques. Donc, des photos, des négatifs. C'est ça. Et la troisième série, on a des dessins. Puis, la dernière série, la série 4, c'est des images pieuses. Ça nous amène évidemment sur le traitement physique. Je vois que chaque photo est dans une pochette plastique et bien protégée. Est-ce que tu peux élaborer sur les étapes du traitement physique? Oui, une fois qu'on a terminé l'inventaire puis le traitement intellectuel, là, ensuite, on va travailler sur les documents puis on va les préparer à leur conservation.
Donc, on va retirer tout ce qu'il y a agrafes, broches rouillées. On va déplier les documents. Dans le cas de photographies comme ça, qui ne sont pas dans des albums, là, on va les placer dans des pochettes individuelles. Sinon, il y a aussi le cas d'albums photos, par exemple, où est-ce qu'on ne décollera pas les images? Non. Quand les images là, sont bien collées comme ça, on va les conserver telles quelles, autant que possible. On va remplacer les chemises et les boîtes aussi, si c'est nécessaire. Aussi, quand on fait les boîtes, on s'assure qu'elles sont bien remplies pour éviter que les documents s'affaissent puis se déforment avec le temps. Donc, une fois tout le traitement physique et intellectuel effectué, c'est quoi la prochaine étape? La dernière étape, c'est l'importation des descriptions dans notre logiciel de gestion. Et c'est ça qui nous permet de diffuser les descriptions sur notre portail de recherche en ligne, qui, lui, est accessible sur le site Internet de la Société historique du Saguenay. Et c'est comme ça qu'un chercheur va être capable de trouver un des éléments d'un fond puis venir le consulter sur place. Exactement. Merci beaucoup, Sarah-Jeanne, pour ces informations. Ça fait plaisir. Le fjord du Saguenay, joyau naturel du Québec, fascine par sa formation unique et sa riche biodiversité. Myriam Coulombe, directrice des expositions de la conservation et du développement durable au Musée du Fjord, nous fait découvrir les particularités géographiques et écologiques de ce site exceptionnel. Qu'est-ce qu'un fjord, Myriam Coulombe? Un fjord, dans le fond, c'est un nom d'origine norvégienne qui veut dire vallée glaciaire envahie par la mer. Okay. Donc, c'est-à-dire que c'est une vallée qui a été formée, surcreusée par un ou des glaciers pour lui donner une forme d'auge glaciaire, là, une vallée en U, dont les parois sont très abruptes et très imposantes là, à certains endroits, là, plus de 400 mètres, ou les caps Trinité et Éternité. Vous avez parlé des affluents. Quels sont-ils pour le fjord du Saguenay? Bien, en fait, ce qui est vraiment particulier, c'est que comme les autres fjords, le fjord du Saguenay a un apport d'eau douce et un apport d'eau salée. La particularité du nôtre, c'est que l'apport d'eau douce, qui est le lac Saint-Jean, évidemment, tout le bassin hydrographique, finalement, avec les différentes rivières aussi qui se jettent dans notre fjord, ça représente quand même une bonne quantité d'eau douce là, qui est en surface. On dit de l'eau douce, mais en fait, c'est de l'eau saumâtre qui est légèrement salée, là, si on compare avec la profondeur. Donc, en surface, dans les 10-15 premiers mètres, c'est de l'eau saumâtre qui est à peu près à 5 grammes de sel par litre d'eau. Okay. Ensuite, on a une stratification des eaux qui est vraiment marquée dans les fjords. Nous, on a une zone de transition entre l'eau salée et l'eau douce qui est à peu près de 5 mètres. C'est une couche d'eau où il y a vraiment un changement là, rapide de température et de salinité. Donc, on parlait de 5 grammes par litre en surface. Dans les profondeurs, ça va autour de 30 grammes par litre. Donc, c'est de l'eau très salée. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les profondeurs du fjord? Bien, ce qui est particulier, c'est justement qu'on a des espèces marines dans les profondeurs, puis on a des espèces dites d'eau douce ou saumâtre dans la couche superficielle. Donc, dans les eaux profondes, on a des espèces énigmatiques, comme le requin du Groenland, mais il peut y avoir aussi d'autres sortes de requins, d'autres espèces. On a des poissons marins, là, qui sont d'ailleurs pêchés l'hiver sur la glace. Par exemple, les gens connaissent bien la morue. On a le sébaste, qui est le poisson rouge là, avec les gros yeux. Nous avons le turbo, qui est un poisson plat. Et puis un autre poisson plat qui ressemble au turbo, alors c'est le flétan atlantique, qui peut atteindre là, 2 mètres de long. Là, c'est assez impressionnant. En eau douce, on va retrouver des poissons ou des espèces un peu plus connues. Bien, peut-être, oui. On a la truite de mer, on a les perlans, arc-en-ciel, des espèces comme ça. Aussi, bien, j'ai oublié de parler des espèces de mammifères marins qu'on peut avoir là, jusqu'ici dans la baie. Là, on parle le fameux beluga, qui est la baleine blanche, mais on a aussi d'autres espèces de rorquals, par exemple, d'autres sortes de baleines. Qui peuvent se rendre jusqu'ici, là. Oui, exactement. Dans la baie des AA, c'est vraiment les mêmes caractéristiques que dans le reste du fjord, là, jusqu'à Tadoussac. Une autre particularité de notre fjord du Saguenay, c'est que contrairement aux autres fjords, le nôtre est dit plus méridional. Ça veut dire que dans le fond, il est plus au sud. OK.
que les autres. Et puis, une grande particularité, justement, c'est que les autres fjords, qui, oui, sont plus au nord, vont se jeter dans un front de mer, dans l'océan, en fait. Tandis que le nôtre, il se jette dans l'estuaire du Saint-Laurent. Donc ça, c'est très particulier. Puis ça amène une autre biodiversité. J'imagine qu'il n'y a pas seulement des espèces comme des poissons, des mammifères dans le fond de l'eau. On peut retrouver des invertébrés aussi. Oui, plus de 400 espèces d'invertébrés dans le fjord du Saguenay. Pour faire une liste courte avec des assez connus, on a tout ce qui est crustacés, crevettes, crabes. On a aussi des méduses, on a des pieuvres, on a des moules, donc plusieurs mollusques. On a également des étoiles de mer, des oursins, des anémones, hein, qui souvent... c'est surprenant parce que lorsqu'on regarde les eaux sombres du fjord, on a l'impression qu'il n'y a rien à l'intérieur, qu'il n'y a pas de vie presque. Il fait tellement noir. C'est ça exactement, c'est des eaux très sombres. Puis même dans les premiers mètres, là, les plongeurs nous disent que là, à un moment donné, c'est très turbide. Et ensuite, ça devient très clair, puis là, on descend, puis là, ils commencent à voir sur les parois rocheuses là, plein de couleurs. C'est plus exotique que ce qu'on pourrait croire. Mais aussi, justement, il n'y a pas juste le fait que ce soit sombre qui rend la difficulté de le découvrir. C'est aussi le fait que ce soit très profond, donc les plongeurs doivent faire des paliers de décompression, etc. Oui, une question de pression. Exact. La plus grande portion du fjord du Saguenay, c'est le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Donc, c'est un territoire qui est protégé. C'est un territoire qui est quand même fragile, unique, etc. Au monde. Donc, c'est certain que l'intérêt pour le protéger davantage, en faire la commercialisation, mais tout ça, de le faire connaître aux gens par un processus comme l'UNESCO, là, ça peut être quelque chose qui est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Myriam Coulombe. Ça fait une conversation très intéressante. Ça m'a fait plaisir.